Riyad Mkoa, faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, chargé d'enseignement du module économie monétaire et financière S4. L'objet de cette intervention est de faire un récapitulatif de ce que je viens de traiter il y a quelques instants. Cette intervention concernait le deuxième chapitre, à savoir la politique monétaire. Le point de départ de mon intervention a été les conceptions de la monnaie. Ça a été le point de départ. Nous avons alors considéré qu'il y avait deux conceptions, une conception active de la monnaie et une conception passive. La conception active de la monnaie concerne les écoles marxistes et keynésiennes et néo-keynésiennes, alors que la conception passive concerne les écoles classiques et néoclassiques. Nous avons entamé tout d'abord notre travail par l'exposé de la monnaie passive qui est le fait des écoles classiques et néoclassiques. Et nous avons précisé que la monnaie passive signifie que celle-ci n'exerce aucun impact sur l'équilibre général. D'un autre côté, nous avons précisé que pour les classiques et néoclassiques, le système est économiquement équilibré et qu'il s'agit d'un équilibre général. Un équilibre général qu'expliquent les classiques par un déterminisme naturel et les néoclassiques par un déterminisme technique. Partant de là, nous avons précisé que dans ce système parfaitement équilibré, automatiquement équilibré, l'État ne joue aucun rôle. C'est le marché qui assure la régulation du système. Le marché roi. Nous sommes alors dans le cadre d'un système régi par le libéralisme, dont le principe de base est le laisser-faire, laisser-passer. L'État n'intervient absolument pas et le système est équilibré. La pensée marxiste, keynésienne et néo-keynésienne a mis l'accent sur le rôle actif de la monnaie et d'une part, et d'autre part, a précisé que ce rôle peut être déséquilibrant. Ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est de préciser que le système économique peut être déséquilibré. Ce déséquilibre s'est réalisé dans les faits lors de la crise de 1929. La crise de 1929 a été une crise extrêmement grave qui a affecté le monde entier, qui a démarré aux États-Unis et qui par la suite s'est étendue et propagée à l'ensemble du reste du monde. Suite à cela, la pensée keynésienne a mis l'accent sur la nécessité de sortie de la crise par le biais d'un accroissement de la demande globale, une demande qui émane des ménages, des entreprises et de l'État. Parallèlement à cela, la pensée keynésienne a préconisé un interventionnisme massif de l'État. Nous sommes ainsi passés d'une conception et d'une réalité où l'État était un État gendarme, assurant
la sécurité, assurant la sécurité des citoyens, la défense de la nation, entre autres, grâce à la collecte des impôts. A, un État providence, un État interventionniste. Un État interventionniste dans tous les domaines. L'État devient un État producteur, un État consommateur et un État protecteur social. État producteur, État consommateur et un État protecteur social. Cet État va alors assurer la régulation de l'économie. Il va assurer la régulation de l'économie dans le cadre d'une politique appelée politique économique. Cette politique économique va essayer d'intervenir par le biais d'un certain nombre d'instruments pour réguler l'activité économique, une activité économique qui est cyclique. Nous avons alors été amenés à définir ce qu'est le cycle économique. Nous avons défini le cycle économique et considéré que ce cycle se caractérise par la succession de 4 phases. 1. Une phase de croissance. 2. Une phase de surchauffe. 3. Une phase de récession ou crise. Et 4. Une phase de reprise. La phase de croissance économique se caractérise alors par un accroissement du PIB, elle se caractérise par un accroissement des investissements, elle se caractérise par une réduction du taux de chômage, elle se caractérise aussi par un accroissement de la consommation. Cette phase de croissance peut donner naissance à une surchauffe et des tensions, tant économiques que sociales. Cette surchauffe est annonciatrice d'un déséquilibre, d'une récession, voire d'une crise. Cette surchauffe peut être de type inflationniste, comme elle peut se manifester sur le marché de l'emploi, comme elle peut se manifester au niveau des relations avec l'extérieur. L'État va donc essayer d'intervenir au niveau de chacune de ces phases. Nous avons alors précisé qu'il y a en fait 4 types de cycles qui se distinguent par leur durée. Le cycle de Kondratiev, qui est un cycle long de 30 à 60 ans. Le cycle de Juglar, qui est de 10 à 13 ans. Le cycle de Kitchin, qui est un cycle de 3 à 6 ans. Excusez-moi, j'ai oublié le cycle de Kuznets. En fait, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit du fait que l'économie enregistre une évolution cyclique du type sinusoïdal, caractérisée par des phases de croissance, des phases de stagnation économique ou début de récession annonciatrice d'une crise et par la suite une reprise.
la politique économique va agir au niveau de chacune de ces phases. Elle va agir au niveau de chacune de ces phases. Et cela par le biais de plusieurs instruments. Ces instruments sont la politique budgétaire, la politique des revenus, la politique monétaire. L'État va donc utiliser l'une ou plusieurs de ces politiques pour intervenir dans l'activité économique. Le choix en faveur de l'une ou l'autre de ces politiques dépend de l'interprétation que l'on se fait d'abord de la crise et d'autre part des moyens que l'on considère les mieux adaptés permettant de sortir de la crise. Si l'on considère, à titre d'exemple, que le déséquilibre de type inflationniste, est d'origine monétaire, on va adopter une politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Si, un autre exemple, on considère que le déséquilibre est lié à un affaiblissement ou à une réduction de la demande, on va mettre en place une politique budgétaire pour relancer l'activité économique. En fin de compte, ces politiques économiques peuvent être des politiques de rigueur ou des politiques expansionnistes ou politiques de relance. Il s'agit alors de mettre en place tout un ensemble de mécanismes permettant soit la relance de l'activité économique, et dans ce cas-là, on parle d'une politique du go, ou bien mettre en place un certain nombre de mécanismes permettant de mettre fin au déséquilibre et de relancer par la suite l'activité économique, et il s'agit de politique de stop. En conséquence, la politique économique qui va faire appel à un certain nombre d'instruments tels que la politique monétaire, la politique budgétaire ou la politique des revenus se caractérisera par, en fait, un mécanisme que l'on appelle stop and go. La relance de l'activité économique correspond au go, et des mécanismes de réduction des déséquilibres sont des mécanismes correspondant au stop. Les instruments que l'on va utiliser varient d'une politique à l'autre. Ceci concerne ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles et donc des politiques de court terme. Des politiques de court terme, ce sont des politiques conjoncturelles qui vont intervenir au niveau de chacune des phases du cycle économique. Ce sont des politiques de court terme par opposition aux politiques structurelles qui sont des politiques de long terme. Il s'agit de politiques qui interviennent au niveau des structures économiques et sociales. À titre d'exemple, en matière de politique structurelle, on peut donner l'exemple de la politique industrielle. Dans le cas de l'économie marocaine, donner l'exemple du plan émergence en tant que nouvelle politique industrielle. Au niveau agricole, on peut donner l'exemple du plan vert. Au niveau touristique, on peut évoquer l'exemple du plan Azur. Voilà 3 exemples de politiques structurelles en matière industrielle, agricole et touristique. Mais parallèlement à cela, on peut mettre en place
une politique de la santé, une politique de l'éducation, etc. Cet État-providence a permis une croissance extraordinaire à partir de la Seconde Guerre mondiale, et ce, jusqu'aux années 70, où le processus de croissance économique a enregistré un relatif essoufflement, c'est-à-dire qu'on a assisté à un ralentissement du taux de croissance économique. Ce ralentissement du taux de croissance économique a engendré une remise en cause du rôle de l'État en matière économique et sociale, et donc une remise en cause de l'État-providence. Cela a donc entraîné un renouveau du courant libéral. Un courant libéral qui remet le rôle de l'État en question et qui considère que l'on se doit de revenir à une libéralisation de l'économie et à une déréglementation. Ce processus a été inauguré par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et par Ronald Reagan aux États-Unis d'Amérique. Ce processus, initié par Thatcher et Reagan, Thatcher en Grande-Bretagne et Reagan aux États-Unis d'Amérique, a permis de retrouver la croissance économique et des taux de croissance relativement significatifs. Mais, si les résultats économiques ont été globalement positifs, au niveau social, les résultats ont été négatifs, puisqu'ils se sont accompagnés de ce qu'on peut qualifier d'une déprotection sociale. De ce fait, on est retourné à un rôle régulateur de l'État. Certes, un rôle régulateur moindre que celui qui a caractérisé les 30 Glorieuses, mais on a considéré que l'intervention de l'État s'impose. Ne serait-ce que pour superviser et contrôler le marché. Superviser et contrôler le marché. Et il me semble que ce retour vers un plus d'État s'impose d'autant plus qu'actuellement nous vivons une crise due à un virus qui s'est propagé et se propage encore plus à l'échelle mondiale. Et on a constaté que cette crise a engendré une intervention massive de l'État, tant au niveau économique qu'au niveau social. D'un point de vue méthodologique, si nous avions un thème relatif à la politique monétaire, il est extrêmement important de démarrer par traiter d'abord la politique économique, dans un premier temps, et expliquer la logique de cette politique. Pourquoi une politique économique? Cela est extrêmement important, de telle sorte qu'à la fin de cette première partie, on arrive aux instruments de cette politique, en l'occurrence la politique budgétaire, la politique
des revenus et la politique monétaire. À partir de là, il devient possible de traiter dans un deuxième temps la politique monétaire que nous verrons lors d'une prochaine intervention en précisant ses objectifs et ses instruments. Étant entendu que la détermination des objectifs d'une part et des instruments d'autre part nous incitera, nous amènera à préciser le degré d'efficacité de cette politique. Et le degré d'efficacité de cette politique dépend en grande partie de la situation de l'économie, soit une économie d'endettement, soit une économie de marché financier. Voilà donc un premier thème, la politique monétaire dans son ensemble. Dans ce cas-là, on pourrait donc consacrer, comme je viens de le préciser, la première partie à traiter ce qu'est la politique économique pour déboucher sur le fait que la politique monétaire est l'une des composantes de cette politique, l'un des instruments de cette politique, puis dans une seconde partie, traiter la politique monétaire. D'un autre côté, on pourrait aussi réfléchir sur l'efficacité d'une politique économique de façon générale. Ceci étant, je vous invite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance où je déterminerai les aspects qui caractérisent la politique monétaire. Je vous remercie.